La gestion d'OBNL, vous le savez, vous êtes dedans, c'est excessivement prenant et ça demande un grand niveau de polyvalence. Vous connaissez cette vision-là des tâches. Et on va l'installer ce matin parce qu'on va parler de ressources humaines, mais indirectement, ça va nous amener à parler un petit peu de communication, à parler un petit peu aussi de gouvernance parce qu'il va y avoir des rôles d'administration aussi à travers tout ça. Donc, ce matin, j'ai la chance d'accueillir avec moi deux gestionnaires et une spécialiste qui vont venir nous parler de leur vécu. Je vais les laisser se présenter, puis après ça, je vais parler un petit peu du contexte. Je commencerai avec Samuel, si tu veux bien peut-être te présenter. Samuel Grenier, jusqu'à tout récemment, quand je dis tout récemment, c'est littéralement hier, j'étais directeur des opérations du Granby. Je suis toujours au Zoo Granby, mais comme vice-président. J'ai été nommé vice-président hier. Grand plaisir d'être avec vous ce matin. Merci, Stéphane. Le Zoo Granby, c'est une OBNL. On ne le sait pas assez, puis on veut travailler dans les prochaines années pour le faire savoir davantage. Notre mission, nous, c'est agir pour préserver le monde animal. Donc, tous nos profits sont réinvestis vraiment toujours dans l'organisation. On a de plus en plus de programmes de conservation, autant sur notre site qu'à l'extérieur de notre site où on protège les milieux naturels, autant à l'international qu'au Québec. Donc, on a une mission qu'on doit encore faire beaucoup de travail pour être pas juste vu comme oui, on est un attrait touristique, puis on va le demeurer, puis c'est important pour nous, mais en même temps, on a une autre mission qu'on doit encore plus travailler à faire connaître au grand public. Merci Samuel. Jean-Emmanuel. Bonjour à tous, Jean-Emmanuel. Moi, je suis directeur général Axia Service. Axia Service, c'est un OBNL. On existe depuis 1975. On a l'accréditation comme entreprise adaptée. Donc, une entreprise adaptée, la mission, c'est de créer des emplois pour les gens qui ont une limitation. Donc, nous, on le fait à travers 3 services qu'on offre. Un étant une agence de sécurité, on fait l'entretien ménager commercial et également, on a des usines où on fait de l'emballage. Donc, on a environ 75% de nos employés qui sont des gens qui ont un handicap. Jean-Emmanuel, combien d'employés au total? Axia, c'est 650 employés, entre 650 et 700 de l'année. C'est l'ordre de grandeur. Avant COVID, on avait eu jusqu'à 830 employés avec nos 550 étudiants. Parfait. C'est important, là, je vais y revenir tantôt, là, pourquoi on a choisi des grosses OBNL, là, parce que 800 et 600, ce n'est pas le quotidien de la majorité des gens qui sont dans la salle. Là, on va être conscient. Andréane, ton tour. Bonjour tout le monde, Andréane Thibault, je suis consultante principale en gestion des talents chez EPSI. Donc, EPSI, c'est une firme conseil au niveau ressources humaines et stratégiques. Donc, moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis en ressources humaines, 1 an en service conseil, puis je suis plus spécialisée au niveau justement des PME et des OBNL spécifiquement. Merci beaucoup, Andréane. Écoutez, la première chose qu'on va se dire, on est conscient que c'est le sujet de l'heure, la pénurie de main-d'œuvre, la baisse des candidatures aussi. Là, en même temps, parallèlement, on est dans un secteur, nous, on était très témoins de ça quand on a fait l'étude. On est dans un secteur qui a besoin d'un rattrapage de ces conditions d'embauche, conditions salariales, mais aussi les autres types de conditions, fait qu'on va en parler. Il y a aussi un enjeu de génération qui s'installe dans le secteur des OBNL. Il y a beaucoup de gens qui voudraient prendre leur retraite, mais qui retardent parce que si je le fais, je vais mettre mon organisme en péril. Ça, je l'entends régulièrement. Et il y a une compétition entre les secteurs d'OBNL aussi. Ça, c'est un petit peu le contexte. Comme je vous disais, on a choisi des gens de gros OBNL. La première raison pourquoi on a choisi des gens de gros OBNL de nous parler, c'est que vous avez des ressources pour mettre en place des outils, mettre en place des processus. Vous pouvez vous pencher sur certaines façons de faire. Donc, en faisant ça, c'est une façon aussi peut-être d'inspirer les autres. Ils ne pourront pas tout prendre ce que vous avez déployé, mais ils vont peut-être pouvoir en prendre certains morceaux. Moi, je suis curieux d'entrée de jeu de vous entendre en commençant par Samuel. Parle-nous des 12 derniers mois au niveau des RH, puis des 12 prochains. Qu'est-ce que ça veut dire aux zoo, ce qui se passe en termes de ressources humaines? En fait, je vais faire la distinction avec les 2 clientèles d'employés qu'on a. On a toute la clientèle d'employés permanents. Donc, et là-dedans, je rentre les réguliers
puis les saisonniers, mais qui sont là vraiment l'année, qui sont plus des adultes, etc. Dans cette catégorie-là, on voit qu'il y a certains secteurs qui sont très physiques, qui sont plus appréciés par les gens, un peu que ce que l'agriculture a vécu après il y a 20 ans, où les travaux très, très physiques, c'est plus intéressant. Mais nous, on voit ça la même chose pour tout ce qui concerne la cuisine, l'entretien ménager, l'entretien à l'extérieur, tout ce qui est vraiment physique, qui demande des horaires un peu plus compliqués, puis qui est plus intense. Là, c'est vraiment problématique dans ces emplois-là en particulier. Pour le reste des permanents, on est chanceux, nous autres, au Granby, on a encore une belle attractivité de par la notoriété de notre organisation, puis de par, je vous dirais, l'exotisme de notre lieu de travail aussi en même temps. On travaille des animaux, fait que c'est intéressant par rapport à ça, puis ça nous aide. Mais tu es quand même en région, par contre. Je suis quand même en région. Puis, on n'a pas non plus les salaires. Je t'avouerais qu'on peut gagner dans le privé, là, mais étant donné qu'on est un OBNL non plus. Donc, c'est sûr et certain que c'est tout ce qu'on met alentour qui fait une différence. Par contre, je tiens à dire que vous avez sûrement entendu parler de la grande tendance de la démission, la grande démission qu'on entend. Mais ça, on l'a nous autres aussi, puis même dans nos postes qu'on n'avait jamais vus. Puis je vous donne des exemples précis. Des éducateurs qui gagnent bien leur vie, là, qui sont là avec nous depuis 20 ans, qui, du jour au lendemain, changent complètement d'emploi, s'en vont en enseignement des sciences au secondaire. Des postes comme ça qui décident du jour au lendemain de changer. C'est plus des cas qu'on peut expliquer d'une façon individuelle, mais étant donné que ça se reproduit quand même plus qu'avant, bien, ça nous a déstabilisés, là. Des informaticiens qui nous ont quittés, des gens aux soins animaliers quand on sait qu'on est dans les meilleures conditions au niveau des soins animaliers. Donc, ça nous frappe aussi malgré tout, je vous dirais. Puis par la suite, après ça, la dernière catégorie d'employés, mais c'est les étudiants qui sont, eux autres, dans une catégorie complètement différente. Là, on remarque deux choses. De plus en plus, sont de plus en plus jeunes. Avant, on voulait du 15 ans et plus. Maintenant, on est rendu accepté du 14 ans. La Ronde a fait la même chose. Hein. C'était du 16 ans avant, puis là, maintenant, ils sont rendus à du 15. Ils magasinent beaucoup plus. Des gens de 14 ans qui, au début, nous disent « Est-ce que vous êtes au salaire minimum? » Puis s'ils sont au salaire minimum, « Ah non, nous, on ne revient pas. » Et on l'était l'année passée. Là, on va avoir une petite différence parce qu'on n'a comme pas le choix. Je vous en parlerai plus en détail si vous voulez. Mais eux autres magasinent plus. Puis ce qui est important, puis ce qui nous fait la différence pour le zoo, c'est la gang puis l'ambiance. Sans ça, on ne serait pas capable de compétitionner les autres sites qui sont capables de donner des salaires plus élevés. Je peux donner comme exemple les sauveteurs. Parce qu'on a des sauveteurs, nous, on a un parc aquatique. Bien, les sauveteurs dans une ville vont gagner 20, 22, 23 $ de l'heure facilement dans une municipalité, tandis que nous, on ne peut pas payer notre cinquantaine de sauveteurs à ce salaire-là du tout. Fait que ce qui fait la différence, c'est la gang, l'ambiance, c'est ce qu'on crée autour. Puis ça fait, je vous dirais, vraiment toute la différence pour cette catégorie d'emploi-là. Merci, Samuel. Puis on s'entend, le sauveteur, là, déjà là aussi, il y a une pénurie globale sur l'ensemble du Québec parce qu'il y en a moins de jeunes qui se forment à être sauveteurs. C'est de plus en plus aussi long. Puis ça, je sais que pour avoir parlé des gens en camp de vacances, en camping, parce qu'il y a des OBNL dans dans les deux secteurs-là, eux autres aussi, ils ont de la misère à avoir des sauveteurs. Jean-Emmanuel, j'imagine qu'on n'est pas chez vous, ce n'est pas des sauveteurs, mais c'est tout à fait un autre enjeu. Oui, bien, nous aussi, on a deux catégories. Il y a les cadres et les gens plus de terrain. Donc, si je commence par les cadres, nous, en tant que, on est quand même dans des secteurs assez communs, l'entretien ménager, la sécurité ou des usines. Puis nous, ce qui nous différencie, c'est vraiment le fait d'être une OBNL dans des secteurs non communs. C'est très difficile de recruter des gens parce que les gens sont habitués d'appliquer chez, disons, GDI ou chez Garda, ces trucs-là. Par contre, ce qui nous aide beaucoup, c'est l'ampleur qu'on a pris dans les dernières années puis le référencement à l'interne. Nous, tous les cadres, la plupart des cadres, quasiment 90%, c'est des gens qui sont dans le milieu, mais c'est qu'une fois qu'on a, chaque nouveau cadre, on estime environ, là, c'est quasiment 3-4 personnes qui peuvent nous ramener. C'est en entretien ménager, c'est ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est toujours le référencement. Eux, ils arrivent dans un milieu commun, ils arrivent dans un OBNL avec une mission, avec des valeurs, avec quelque chose de très différent de ce qu'ils ont vu pendant 20 ans. Puis ça vient vraiment contaminer tous les gens autour qui travaillent avec eux. Fait que ça, c'est comme ça qu'on recrute nos cadres. C'est vraiment du référencement à l'interne. Là, on est en train de mettre une politique justement pour que ceux qui référencent aient une bonification quelconque. C'est quand tu me présentes un cadre, c'est après tant de mois, il est toujours là, ils vont avoir une bonification. Puis, pour ce qui est des employés de terrain, mais nous, c'est assez particulier parce que c'est des personnes qui ont un handicap. On doit travailler avec des tiers qui sont des services spécialisés de main-d'œuvre, ceux qui doivent nous présenter les candidats. Donc,
On travaille avec des tiers. Je dirais que c'est une difficulté de plus parce qu'eux-mêmes, nous, en plus d'avoir nos propres difficultés, on a les difficultés d'un tiers, donc on n'a pas c'est pas nous qui les gèrent, là, puis eux-mêmes ont des ressources limitées. Donc, évidemment, ça l'a amené dans les dernières années avec la COVID, mais aussi avec toute la pénurie de main-d'œuvre avant la COVID, ça l'a amené une problématique parce que les entreprises régulières allaient recruter des candidats qui avant nous étaient présentés. Donc, comme en usine, avant, ils cherchaient un candidat avec tel critère, mais maintenant, ils ont diminué leur exigence. Ce qui fait que c'est tous des gens qui avant venaient chez nous, donc on avait une panoplie de personnes. Maintenant, ça l'a diminué. Donc, juste par exemple, nous, grosso modo, par année, c'est autour de juste le taux de roulement, c'est à 650, c'est autour de 30-35 personnes qu'il faut recruter juste pour se maintenir. Fait que juste ça, dans la dernière année et l'autre d'avant, tout ce qu'on voulait, nous, c'était maintenir. On a beaucoup grossi là, en dedans de 8 ans. 8 ans, on était 150. On est rendu 650. Donc, on a beaucoup développé, on en a beaucoup profité dans les premières années parce qu'il y avait beaucoup de gens disponibles. Les 2 dernières années, c'est juste de s'assurer de s'asseoir, si on veut, d'opérer, puis d'avoir de remplacer ceux qui quittent. La majorité, c'est des départs à la retraite. Là, ou c'est des gens qui vont vers le marché régulier, qui sont venus en entreprise adaptée, comme chez nous, pour apprendre, pour se développer, puis ils sont rendus prêts, puis ils vont vers le marché régulier. Donc, c'est un peu notre réalité. Effectivement. Andréane, est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais, toi, que tu as vues à travers les clients que vous avez? Ben, c'est sûr que selon s'ils ont été touchés ou pas par la COVID, justement, une première vague, ça referme, ça rouvre. Une deuxième vague, c'est sûr qu'il y a des domaines que là, les gens ne veulent plus aller directement. Entre autres, le domaine de la culture, les spectacles, on le sait, même les attractions touristiques, là, pour avoir parlé à certaines personnes dans le domaine de l'opération de salle, par exemple, où il y a beaucoup d'OBNL, là, ils ont de la misère. Là. Puis pour les mois à venir, ben en fait, c'est un peu la même logique, c'est que ça devient super difficile de faire une planification pour ces mêmes domaines-là. Là. On est presque à la petite semaine, là. Les lois changent, on s'organise cette semaine-là, donc de faire des plans sur 12 mois, du moins, là, ça devient carrément impossible. Là. Fait que c'est vraiment selon les secteurs. Là. Moi, j'ai autant des clients que ça va super bien parce que leur secteur n'a pas été impacté du tout. Donc, ils sont moins peut-être dans le recrutement, plus dans le développement, là, qui sont quand même stables, surprenamment, mais on a aussi des domaines qui n'arrivent pas à trouver du monde où avant, on les aidait peut-être plus à choisir parmi plusieurs candidats. Puis là, des fois, s'il y en a un, ils sont bien contents, puis ils vont avec. Là, donc, on est rendu là. Abordons ça, justement, le recrutement en premier. Qu'est-ce que, messieurs, vous avez mis en place pour augmenter vos bassins de CV là, dans les 2 cas? Là? Samuel, on va commencer avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous avez mis en place là, pour obtenir des candidatures? Parce qu'on s'entend que tout le monde a vécu une baisse des candidatures, du nombre de candidatures globales. Là. Puis là, on ne parle même pas de la qualité des candidatures. Puis je ne parle même pas de ceux qui font ce qu'on appelle du ghosting. Là. Donc, tes appels en entrevue, ils ne se pointent pas, puis tu n'as plus de nouvelles. On vit toutes sortes de... Fait qu'il faut augmenter le bassin en tant que tel. Fait que je suis curieux de vous entendre pour donner des trucs aux autres là, un peu. Samuel, on va commencer avec toi. Bien, si on parle pour nous, pour les étudiants, là, on avait actuellement, pour nos 550 étudiants, là, on devait en recruter à peu près 150-200 par année. On avait par contre, dans ceux qui restaient, ils étaient très fidèles. Il y en avait qui étaient là 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça, c'était intéressant. Puis on conserve encore ces gens-là qui restent, ils restent longtemps. Mais maintenant, on est autour de 30 % qui ont un taux de roulement de la main-d'œuvre annuel. On pouvait recevoir pour ces 150-200 personnes-là un 1000 CV avant. Il y a à peu près, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans. Puis maintenant, on en reçoit 350-400 maximum. Puis ça ne fait que baisser. Et effectivement, sur ces 300-400 CV-là qu'on reçoit, ce n'est pas ceux qui se rendent jusqu'à la fin parce qu'on les invite à des entrevues, ils ne viennent pas. Puis après ça, en plus de ça, à la formation, des fois, ils ne se présentent pas ou après la formation, ils nous quittent. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, dans les dernières années pour mieux les recevoir? La clientèle des étudiants, ça a été des vidéos, puis ça a été sur leur réseau. Donc, Instagram est très, très, très cher. Fait qu'on n'a pas utilisé Instagram. Par contre, on utilise beaucoup Facebook avec de la publicité payante. On est depuis l'année passée sur TikTok, puis ça fonctionne bien aussi. Puis cette année, on va pousser encore plus TikTok parce que les jeunes sont plus là. TikTok, on avait utilisé aussi une possibilité de
que les étudiants qu'on a déjà, même les employés, fassent eux-mêmes une promotion d'une petite vidéo qu'ils trouvent intéressante de pourquoi ils sont là. Fait qu'on les fait participer dans ce temps-là, puis c'est encore mieux. Les vidéos fonctionnent très bien, une vidéo très clean, très lichée, qui montre l'ambiance de travail, qui montre qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à travailler, puis que même si c'est un emploi, parce que pour les jeunes, on sait que à part quelques exceptions, c'est un emploi de transition, bien, ils vont vivre une transition puis ils vont venir des étés incroyables avec nous. Fait qu'on axe beaucoup là-dessus. Pour ce qui est des employés permanents, on essaie d'y aller beaucoup dans les secteurs spécialisés comme tout ce qui est, mettons, éducateurs, soins animaliers. On va aller directement dans les écoles faire de la publicité ou à travers les programmes de finissants. Fait qu'on fait ça partout pour tout ce qui est spécialisé. On essaie d'être à la source du marché de l'emploi, de cette catégorie d'emploi-là. Ça fait une grosse différence. Le référencement, nous, on l'utilise encore, mais on l'utilise aussi, mais d'une façon très ciblée, pas d'une façon généralisée, parce qu'on a tellement beaucoup d'étudiants que ça pourrait nous coûter très, très, très cher, là, le référencement. Fait qu'on l'utilise comme plan B. Je vous dirais, l'année passée, j'ai eu pour la première fois de toutes nos saisons, on a dû recruter en plein milieu de la saison parce que si je voyais venir la fin de l'été, puis je sais qu'il y a plein de monde qui veulent prendre des vacances qu'on ne voyait pas avant, mais avant de retourner à l'école. Et là, je me disais qu'on était juste fin juillet. Mais si on continuait juste comme ça, on aurait eu des bris de service à la fin de la saison parce qu'au contraire, notre clientèle est encore plus là à la fin de la saison. Fait qu'on a fait une clientèle, on a fait un recrutement ciblé sur « Hey, tu avais 14 ans, tu n'as pas voulu travailler au début de l'été, mais finalement, la moitié de l'été est passée, tu veux te ramasser des sous, tu es disponible pendant tout le mois de juin, on a besoin de toi. » Et on a fait une campagne de référencement ciblé là-dessus. Vous connaissez quelqu'un qui a ce profil-là, dites-nous-le, puis vous allez recevoir de l'argent s'il est embauché. Puis en même temps, on a fait la même chose sur une campagne de référencement sur le web. Donc, sur Facebook, on disait aux gens, vous connaissez quelqu'un qui a ce profil-là, bien, taguez-le, puis automatiquement, tous les tags qu'on recevait, nous autres, il y avait un concours qui s'était fait, puis ils pouvaient gagner des billets pour le zoo. Ça a super bien fonctionné. Fait que des référencements ciblés comme ça, dans des moments précis, nous autres, nous ont bien servi. Ce que je retiens de ce que tu dis, Samuel, c'est l'augmentation du budget pour recruter. Parce qu'avant, on pouvait dire, hey, on publie un poste dans notre réseau, ça passait. Maintenant, il faut mettre, quand on rouvre un poste, il faut penser à un budget publicitaire en arrière, que ce soit sur des plateformes ou que ce soit, quand je dis des plateformes, là, un peu comme notre plateforme à nous là, d'affichage de postes. Là. Avant, on pensait juste que dans nos réseaux respectifs, on pouvait recruter. Maintenant, ça prend des plateformes, ça prend des outils. Puis après ça, aussi, toute l'utilisation de la publicité numérique, ce qu'on ne voit déjà pas souvent non plus. Déjà beaucoup d'OBNL qui n'en font même pas pantoute pour leur produire leur service. Là, il faut qu'ils pensent à rajouter un budget pour recruter. Fait que ça a une incidence aussi. Là. Jean-Emmanuel, chez vous? Oui, nous, on ne fait pas de publicité de recrutement. Là. On n'est pas du tout sur les médias sociaux historiquement. On a quand même fait un plan stratégique il y a 2 ans, dont un plan de marque employeur pour le mettre en place. L'esprit à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment très bon. La satisfaction des employés est excellente, à comme à 90 %. Donc, on va vouloir utiliser ça pour le faire rayonner davantage. Mais nous, en tant qu'entreprise adaptée, on fait partie aussi d'un réseau qui est le Conseil québécois d'entreprises adaptées. On a un plan de communication qui a été fait. Moi, je suis sur le conseil d'administration, donc pour justement faire rayonner les entreprises adaptées globalement. C'est comme ça la première approche qui a été faite, parce qu'on est très peu connus. Là. Tu disais, on est un des gros OBNL au Québec. Il y en a d'autres de notre grosseur, des entreprises adaptées qui sont très peu connues. Donc ça, c'est une des facettes. Justement, on a fait des vidéos pour que, via notre association, ça rayonne, pour juste faire comprendre qu'est-ce qu'une entreprise adaptée pour que les gens qui ont dans leur famille une personne handicapée ou les gens handicapés soient rejoints. Puis nous, en tant qu'Axia, en tant qu'entreprise, même avant la pandémie, avant il y a peut-être 3-4 ans, on a monté des académies. T'sais, on a des services qui est l'entretien ménager, la sécurité, puis des gens qui ont un handicap, qui ont une expérience là-dedans, il n'y en a pas. Là. Donc, au lieu de, avant, on attendait de recevoir des candidats qui arrivaient avec un certain background. Là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait juste viser certaines compétences de base et on a développé des académies. Donc, maintenant, tous les gens qui rentrent chez nous passent quasiment 1 mois en formation. Donc, ça, c'est beaucoup de sous, si on veut, qu'il a fallu qu'on mette. On est allé chercher des partenaires qui nous ont aidés à financer ces académies-là. Maintenant, on les autofinance en grosse partie.
Mais ça a été vraiment notre gros plus pour pouvoir survivre à travers ce qu'on vit ces années-ci. Pour avoir eu ça, puis avoir eu à mettre ça en place cette année, on aurait été là, on n'aurait pas réussi à recruter les gens, même pour le turnaround des employés. Puis aussi, vu qu'on fait partie avec c'est des tiers qui nous réfèrent des gens qui ont un handicap, ce qu'on a aussi décidé, c'est d'aller à la source, un peu comme Samuel. C'est qu'eux-mêmes, on sait un peu c'est quoi leur source, puis eux, ayant dans leurs ressources, on a comme passé un step, on va directement dans les écoles, on reçoit des stagiaires, on fait des plateaux de travail chez nous, on essaie de rejoindre des organismes communautaires pour connaître les gens, puis après ça, on les aide dans. C'est un peu un chemin de croix là, pour une personne handicapée à atteindre le marché du travail en ce moment, quand tu vas avoir les différentes aides gouvernementales. Donc, on essaie de mettre en place la courroie pour les aider, à les accompagner pour qu'ils finissent par travailler chez nous. Donc, avant, on n'avait pas à faire ça, mais maintenant, il faut vraiment aller à la base puis mettre des ressources pour cet accompagnement-là, pour qu'ils puissent finir par aboutir chez nous. Puis une fois chez nous, là, c'est toute la formation, mais aussi il y a eu beaucoup d'investissement dans tout ce qui est les premiers 3 mois. Nous, c'est très critique chez nous. Les premiers 3 mois, c'est là que ça se passe. Donc, on a beaucoup augmenté les accompagnateurs, les gens en intégration, pour qu'une fois qu'ils sont chez nous, on se donne 120% des chances pour qu'ils fassent le premier 3 mois. Parce que nous, souvent, c'est des gens qui étaient éloignés du marché du travail, que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mis un cadran pour aller le matin travailler. Là. Donc, ces premiers 3 mois-là sont vraiment importants. Donc, c'est vraiment la formation et l'intégration, il y a eu beaucoup d'investissements de fait là. Puis c'est ça qui nous permet en ce moment d'être quand même confortable, de ne pas être en crise là, au niveau de la main-d'œuvre. Je retiens 2 choses, Jean-Emmanuel, de ce que tu dis. La première chose, c'est formation, développement de compétences. Donc, la plupart du temps, pas penser que le super-héros va arriver parce que tu publies un poste, il va rentrer dans toutes les petites cases. Puis là, le nombre de postes, puis il y a quelqu'un qui posait une question parce que Samuel a parlé beaucoup des postes d'étudiants, là, mais si on parle des postes de gestion, on va y revenir, là. Mais je vois souvent des postes de gestion très spécifiques avec tu dois avoir telle compétence, avoir tant d'expérience, tel type de diplomation, tout ça pour 40 000 par année. Aussi, il faut que ça corresponde, là. Puis dans bien des cas, tu ne trouves pas ce candidat-là, il va peut-être falloir convaincre ton organisation, ton conseil d'administration à aller vers prendre quelqu'un, mais l'accompagner pour avoir une structure officielle et développée de développement de compétences. C'est la première chose que je retiens. La deuxième chose, oui, vas-y, excuse-moi. Juste pour les gestionnaires, là, puis ça fait quelques années, on a eu beaucoup de gens qui sont avec des excellentes compétences, un background que pour le travail, c'était correct, mais qui n'avaient pas du tout les valeurs. Puis ça, c'est vraiment ce qui, je pense, en tant qu'OBNL, ce qui nous différencie. Là, quand tu es un candidat et que tu as un bon fit, puis tu sens qu'il adhère à tes valeurs, là, le technique, n'importe quoi, ça s'apprend. Mais une fois qu'il y a ça, une fois que tu vois qu'il il va travailler pour la cause, ça fait une énorme différence. Même pour un gros organisme comme nous, là, on cherche en ce moment un DRH. Quand même un gros salaire et tout. On a des gens on a des excellentes candidatures, mais à date, ceux qu'on retient, c'est ceux qui ont un fit avec les valeurs. C'est pas celui qui a 15 années d'expérience. Je vais prendre celui qui a 2 années d'expérience, mais que je sais qu'il va avoir un fit puis ça va peut-être prendre 1 an à prendre le travail, mais il va rester avec nous, je le sais, pour longtemps. Ça, c'est ce qu'on priorise maintenant. Là. Non, mais ce que tu dis est plus qu'important parce qu'on a tous des missions. Si on travaille juste pour travailler, on n'est pas dans le bon secteur. Mais l'inverse est vrai aussi. Ceux qui pensent recruter juste parce qu'ils veulent. Parce que je vois beaucoup d'offres passer, là, viens changer le monde, viens supporter ta communauté. Avec ces genres de messages-là, c'est plus juste assez non plus. Là. Fait que ça prend une question de dosage entre les deux. Là. La deuxième chose que je retiens, puis c'est là où je vais interpeller Andréane, tu as parlé de marque employeur. On s'entend, petit OBNL, 3 personnes dans une petite région. C'est un peu dur de rayonner, puis c'est sûr que tu ne reçois pas les meilleurs CV quand tu es tout petit et que tu ne rayonnes pas, puis que ton site Internet date d'il y a 8 ans, puis que personne n'a entendu parler de toi. Il y a une question de rayonnement, puis c'est quand même le fun parce qu'on a peut-être un des organismes les plus connus au Québec avec le Zoo en termes de rayonnement, puis vous avez quand même des enjeux. Fait qu'Andréane, la marque employeur, explique-moi un petit peu là, pour les plus petites organisations là, qui ont moins de rayonnement, là, comment on peut la faire vivre, cette marque-là? Ben, en fait, je vais juste mettre un bémol parce que souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion entre le terme marketing RH et marque employeur. Là. Mais disons, marque employeur, là, oui, ben, puis en fait, là, même quand on lit là-dessus,
il n'y en a pas de consensus. Là. Des fois, les deux termes sont mélangés un pour l'autre. Puis, fait que, tu sais, marque employeur, d'une part, c'est vraiment d'attirer la clientèle externe des candidats, mais aussi de fidéliser ton interne, tu sais. Puis, en fait, moi, ce que je vois souvent là, comme erreur, puis ce qui m'amène à la suite, là, c'est qu'on focus beaucoup sur l'attraction, mais on focus peut-être moins sur la rétention, tu sais. Puis la marque employeur, si tu focuses sur ta rétention, tu vas comme rayonner de l'interne vers l'externe, là, naturellement, et non pas mettre les efforts à l'inverse, là. Parce que justement, si on met beaucoup, justement, tout notre budget justement dans l'attraction, c'est sûr que ça en prend, là, on ne sera pas de cachette, là. Mais si on met tout notre temps, nos ressources pour attirer du monde, mais qu'on ne met pas de temps, ni de ressources, ni rien en place pour les garder, ben de un, ça va être très décourageant, vous allez perdre énormément d'argent, puis ça ne sera pas efficace, là. Fait que, tu sais, la marque employeur, c'est justement de partir de l'interne. Puis, tu sais, il y a plein de critères qui rentrent dans ça, là. Tu sais, travailler sur votre reconnaissance, la communication. Puis, tu sais, les conditions de travail, c'est un aspect, mais il y en a plein d'autres, là. C'est la conciliation travail-famille. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Puis, c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de moyens, je ne vous cacherai pas que le bouche à oreille, ça va être votre meilleur outil. C'est certain parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche un emploi? Ben, ou qu'on connaît quelqu'un qui travaille, bien, c'est sûr qu'on va se poser la question, hey, toi, tu ne connais pas quelqu'un qui travaille là ou qui travaillait là, puis ça va se parler. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des employés pas heureux, si vous voulez, là, doublement dans des petits contextes, dans des régions où ça va se parler facilement, là. Donc, c'est vraiment focusé de l'interne, puis naturellement, ça va rayonner vers l'externe sans que vous ayez trop d'efforts à faire, mais c'est sûr qu'il faut en faire quand même, là. Oui, puis très souvent, on pense qu'on va tout régler en ouvrant un poste, qu'en réalité, si on ne s'est pas questionné, juste la mise en place des entrevues de départ, pourquoi tu pars? Puis les postes de gestion, c'est une chose, mais quand j'arrive dans des postes de direction générale puis que j'ai des conseils d'administration qui sont rendus à un troisième DG après 2 ans, ben tu as peut-être des questions à te poser sur différentes choses avant même de publier un poste. Ben oui, Il faut être prête comme organisation à affronter. Tu as parlé de la grande démission tantôt, Samuel, là. Je pense qu'on doit comprendre pourquoi les gens quittent, puis on doit attaquer ces problèmes-là. Tu sais, je t'ai vu beaucoup hocher de la tête quand Andréane a parlé de fidélisation. Vous avez fait quoi chez vous pour améliorer ça, cette fidélisation-là des employés? Surtout peut-être moins les postes étudiants, là, mais je parle plus des postes temps plein, puis les postes de gestion, les deux, parce que vous avez les deux. Vous avez du temps plein terrain et du temps plein gestion. Oui. En fait, comme j'ai écrit, là, on promeut énormément la promotion interne, là. Puis je donne mon exemple parce qu'il est probable. Moi, j'ai commencé il y a 21 ans comme sauveteur, puis là, maintenant, je suis rendu à la vice-présidence. Il y a plein de mes gestionnaires qui c'est la même chose. Ils ont commencé comme étudiants, sont devenus chefs d'équipe, responsables étudiants, chefs d'équipe, par la suite gestionnaires. Puis on essaie le plus possible de mixer aussi les temps. Ils veulent essayer plein de choses. Je vous donne un exemple. Dernièrement, on a ouvert un poste à 25 heures semaine au RH. On n'avait pas de RH paye. Puis un de mes gestionnaires a appliqué, mais c'est parfait. On a réduit, on s'est arrangé, nous autres, d'un autre côté, pour réduire sa tâche. Lui, il était gestionnaire des boutiques location, puis lui permettre de faire ça parce qu'il y a un background en RH. Puis là, il était plus en opération, puis il voulait essayer les deux aussi. Bien, on a tout à gagner. Il développe une expertise de plus. C'est à l'interne. Il est beaucoup plus efficace quand il arrive dans son emploi qu'un autre employé parce qu'il connaît déjà l'organisation. Fait qu'on fait ça de plus en plus et on a essayé dans les dernières années de donner des tâches, des projets d'une façon transversale aux gens. Ça les a beaucoup ciblés, puis ça les a beaucoup les rendre imputables de certains projets, puis qui vont être imputables par rapport à tous les autres secteurs aussi de l'organisation. Ça fait, c'est vraiment important pour les gestionnaires, puis pour même les employés quand ils sont à travers un comité, puis que ce comité-là est transversal, puis qu'ils peuvent aussi, puis là, on essaie de faire ce travail-là plus l'hiver, ce qui fait en sorte que justement, on a pu donner des heures davantage l'hiver, puis on est encore plus prêt pour l'été. Donc, ça, c'est toutes des façons de réaménager l'horaire qui ont fait en sorte qu'on a pu garder notre monde. Puis des fois, de mixer aussi les équipes. Moi, avant, j'avais des saisonniers en restauration rapide, puis des saisonniers banquets, parce qu'on a un volet banquet. Bien, c'était les gestionnaires là, que je parle. Puis en mixant ces deux
organisations, ces deux secteurs-là ensemble carrément, bien, ils travaillent vraiment ensemble. Puis maintenant, j'ai juste du monde à temps plein, j'en ai moins, mais juste du monde à temps plein qui, eux autres, s'aident mutuellement. Le temps des banquets, dans le temps des fêtes, novembre, décembre, la gang de la restauration rapide vient les aider. Puis l'été, c'est l'inverse et vice-versa. Fait qu'on s'aide comme ça, puis à faire des regroupements qui sont sensés puis qui font du sens pour les employés. Bien, on a amélioré, on a diminué notre saisonnalité, on a amélioré notre fidélisation, puis en même temps, on améliore. Est-ce que les gens aiment ça aussi, toucher de plus en plus à plein de choses? Puis ça, bien, ça a résonné beaucoup chez nos employés. Je retiens deux choses, puis je sais, Andréane, là, tu tapes du pied, tu veux intervenir, là, mais tu parles donc de promotion interne. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est peut-être. Puis ça, c'est sous-valorisé. Tu sais, on a tellement tendance à chercher à l'externe avant de prendre quelqu'un qui est déjà à l'interne. Puis, par exemple, un intervenant, puis donner des compétences de gestion. Puis là, je ne parle pas des intervenants qui deviennent DG du jour au lendemain parce qu'il n'y a personne d'autre pour mettre en poste. Là. Je te parle d'intervenants qui devraient, ou je dis intervenants, là, mais des gens de plancher qu'on amène à devenir des gestionnaires. Et nous, on a vraiment un plan de relève là, avec des gens identifiés directement. Ouais. Puis s'il te manque telle compétence, on va te donner telle formation pour t'amener à cette compétence-là dans le futur. Sans faire de fausses promesses non plus, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'autre personne va quitter, etc. Mais déjà, on peut cibler l'employé en disant « Hey, toi, tu as un potentiel. Est-ce que tu aimerais ça aussi faire ça? Il te manque telle compétence. On va t'amener à développer ces compétences-là. » La deuxième chose que tu as dit que je trouve qu'il faut remettre de l'avant, c'est de réinventer nos façons de travailler dans certains cas. Trop souvent, on est dans puis très souvent aussi, on veut engager à temps plein tout de suite. Au lieu de se dire, bien, on peut peut-être prendre quelqu'un 2 jours semaine, on peut peut-être prendre quelqu'un 25 heures, on peut peut-être donner ça en impartition à quelqu'un ou à un autre organisme. Vas-y, Andréane, avant que tu tapes trop de pied. Avant que j'implose. Manuel, je ne t'oublie pas, je m'en veux. En fait, c'était juste de dire, de un, c'est de la musique à mes oreilles. Là, tout ce que j'entendais, mon petit cœur de RH aimait beaucoup ça. Là. Mais tantôt, on parlait d'expérience puis de compétences. Bien, en fait, justement, là, c'est vraiment différent. L'expérience n'est pas une certitude de compétence. Puis je sais que ça peut être contre-intuitif, mais l'expérience. Je vois tellement de monde hocher de la tête partout. L'expérience, c'est comme contrairement à ce qu'on peut croire naturellement, parce que mon Dieu, ça demande ça dans tous les postes qu'on voit affichés, c'est parmi les moins bons prédicteurs du rendement en emploi pur, là, je veux dire, pris seul. Là. Donc, effectivement, vous êtes mieux d'aller valider d'autres compétences connexes puis d'accompagner. Il y a des compétences, effectivement, qui se développent plus facilement que d'autres, mais justement, aussi, les affichages à l'externe, ben, des fois, moi, je le voyais souvent, là, ben, les gens prennent pour acquis qu'il n'y a personne en place qui serait capable de faire ce poste-là. Ils n'ont même pas pris la peine de l'afficher à l'interne. L'affiche à l'externe, c'est très, très, très fâchant pour les gens qui sont en place de dire, ben non, je ne l'ai jamais fait, mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas l'apprendre? Puis là, si on se pose la question, ben non, il n'a jamais fait ça, mais il a telle compétence, il apprend vite, il a une bonne attitude, il est déjà dans l'entreprise. OK, non, il n'a pas l'expérience, mais il y a peut-être 80% d'autres choses de super importants. Donc, ça, c'est une chose. Puis, justement, là, le volet tout développement de compétences et de formation, de carrière, ben, en fait, c'est parmi les éléments de motivation qui pèsent le plus dans la balance, justement, des nouvelles générations. Donc, oui, les salaires et tout ça, j'entends souvent ça, très, très souvent. Ben là, je ne peux pas concurrencer les salaires d'un tel, mais il y a plein d'autres éléments de motivation qui peuvent être mis de l'avant. Puis, tu sais, Samuel, je pense que tu l'as mis de l'avant. Tu sais, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas avoir des très gros salaires, mais il y a plein d'autres choses qui sont mis de l'avant, puis il y a des gens qui vont être prêts à faire ce sacrifice-là monétaire parce que le reste leur parle beaucoup plus que ça, dont justement d'être accompagné, être formé, pouvoir évoluer dans une entreprise. Là. Effectivement. Je pense que quand on regarde ça globalement, puis même, là, on vient de parler un petit peu de l'interne, mais je pense beaucoup aussi au conseil d'administration qui, des fois, vont peut-être, quand arrive le poste de direction générale, c'est aussi problématique. Là. Puis, Jean-Emmanuel, tu voulais rajouter quoi sur tout ce que tu viens d'entendre? Oui, mais le plan de développement, c'est super important, effectivement, de savoir que les gens voient qui ont des possibilités d'avancement. J'ai aussi, nous, ce qui a beaucoup amené aussi dans l'implication, puis
la marque employeur, mais à l'interne, comme on en parle, que les gens participent aux décisions. Quand on a refait notre plan stratégique, nous, ça fait deux fois qu'on a fait en 6 ans. La première fois, on l'a fait en comité de direction, c'était où j'arrivais en poste. Mais là, le dernier, c'est vraiment, on est allé de A à Z. Même, on est allé sonder les employés sur revenir sur les missions, sur les valeurs, puis sur les gestionnaires. Donc, tous étaient impliqués. Puis même actuellement, on a créé un comité transversal pour tout ce qui est nos indicateurs de performance. Puis là, tous les gens tu repars de la base, fait que vraiment, ils mènent, tu sens qu'ils sont dans le train, là, ils participent aux décisions, ils participent aux orientations. Puis ça, pour nos gestionnaires, là, depuis 2 ans, ça fait une grosse différence à quel point ils veulent participer, ils s'impliquent, mais aussi, ça les a aidés aussi à... On est quand même 3 divisions, 3 services assez différents. L'entretien ménager, c'est comme 3 business en une, si on veut. Ça permet aussi beaucoup de synergie entre les départements pour que les gens s'aident et que les bonnes façons de faire soient transversales. Donc, je pense que l'implication des gestionnaires, peu importe le niveau, ça les aide beaucoup aussi à adhérer et avoir un attachement à l'entreprise, parce que c'est eux qui apportent après ça, c'est comme leur choix. Fait que là, ils veulent le voir, ils veulent rester, ils veulent savoir aussi que ça va aller. Fait que l'attachement est important. Ils veulent le réaliser aussi. Ils veulent le réaliser, ça devient leur réalisation. Nous, c'est un OBNL, fait que c'est à tout le monde, c'est à tous les employés. Là. Fait qu'ils veulent le réaliser, autant la personne en sécurité, quand elle sait pourquoi qu'elle fait son heure de chiffre de nuit à checker une bâtisse vide, il faut y créer un sens à cet employé-là. Là. Une fois qu'il crée un sens à son travail, vraiment, là, c'est à ce moment-là que tu sens que le wow embarque. Tu as dit depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il y a un petit quelque chose qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a la COVID qui est arrivée. Ce qui a impliqué énormément de transformations sur le virtuel, sur le numérique. On parle de progression interne, on parle de plein de choses, mais quand on est à distance, puis quand on est à travers un écran, la dynamique des ressources humaines elle a pris une autre tendance complètement différente. Avec le télétravail, avec la conciliation famille-travail, plusieurs ont vécu beaucoup d'enjeux avec les enfants à la maison encore il y a quelques semaines. Je suis très curieux de vous entendre sur ce que ça a impliqué comme mise en place, puis même dans certains cas, comment vous êtes organisé à travers ça pour continuer à avoir une bonne gestion adéquate, une bonne gestion, un bon recrutement, puis une bonne fidélisation de vos employés avec ces éléments à distance-là. Puis je parle principalement des gens de gestion. Là, on s'entend que les gens terrain, mais il y a peut-être quand même, il y avait leur masque puis leur galon de Purell, puis ils étaient sur le terrain. Mais ceux qui ont été à la maison, là, comment vous avez vécu ça? Comment vous le vivez encore d'ailleurs? Parce qu'on est encore là-dedans. Samuel? Nous, il faut faire faut dire au départ que nous, on est un service essentiel. Donc, c'est sûr et certain qu'on a moins été affecté par le télétravail que d'autres organisations. Oui, les gens... Précise pourquoi tu es essentiel, parce qu'on se dit une attraction touristique, ce n'est pas essentiel. Là, mais essentiel pour garder soin des animaux, parce que sinon, nos animaux, sans personnel, ça ne serait pas très fort. Fait que pour ça, pour tous les secteurs reliés aux animaux, eux autres, ils ont dû toujours continuer à travailler, ils n'ont jamais arrêté. Ceux qui pouvaient se faire du télétravail, évidemment, ont fait du télétravail, là, mais en même temps, il reste toujours qu'il y a des opérations quand même un peu à être là sur place. Même moi, j'étais sur place de temps en temps aussi. Donc, c'est ça. Fait que on a moins été touchés que d'autres entreprises, mais ceux qui ont vraiment des secteurs plus administratifs, ressources humaines, finances, communication, mais dans ces secteurs-là, ce qu'on a fait, c'est vraiment de se donner des moments de communication vraiment très précis à chaque semaine. One-on-one, le gestionnaire avec l'employé, d'équipe, puis de sous-secteur aussi. Donc, c'est ce qui a fait la différence vraiment, c'est de continuer les moyens de communication parce que le petit 10 minutes, 15 minutes qu'on passe en cadre de porte, ben, on ne le fait plus maintenant. Fait que ça a enlevé ce contact-là qu'on avait. De ne pas partir non plus les rencontres super stressées, de se donner un petit peu de temps au début de la rencontre pour justement se parler puis se parler d'un peu n'importe quoi. Ça prend plus de temps virtuellement qu'en personne, mais ça se fait quand même. Fait que là-dessus, c'est ce qui a fait la différence pour le virtuel. Nous, il y a un programme qui nous a énormément aidé, un programme de travail partagé de l'assurance emploi fédérale, qui a fait en sorte qu'au lieu de mettre à pied des gens, on a juste baissé le nombre d'heures d'employés de tout le monde. C'est un programme hyper intéressant parce que c'est l'employeur qui rentre directement les données
à l'assurance emploi. L'employé n'a pas besoin de rien faire, puis l'employé est compensé. C'est un minimum, minimalement, il y a un 10 de moins, puis sinon, ça peut aller, c'est entre 90 et 10 qui doit travailler. Donc, c'est un programme qui nous a, nous, vraiment aidés parce qu'il y avait des secteurs qui ont été très, très touchés, comme les banquiers, les opérations. Bien, les autres, ils étaient au minimum, puis étaient compensés. D'autres secteurs ont fait quand même leur part des choses, mais différemment. Les soins animaliers ont baissé tout à 36 heures, juste le 4 le 10 qui leur enlevait sur un 40 heures. Fait que tout le monde a fait sa part des choses, puis ça a permis, on a dû faire une lettre d'entente parce que nous, on a un syndicat en plus sur place. On a même deux conventions syndicales dans le même local syndical. Mais ça l'a vraiment aidé, puis ça a fait en sorte que tout le monde avait une responsabilité de moins, puis en même temps, bien, c'est le programme de temps partagé. Ça s'appelle comme ça, puis c'est directement avec l'assurance emploi. Fait que ça a fait une grosse différence. C'est en plus des aides qui étaient données là, de la subvention salariale d'urgence. C'était en plus de ça. Là. Ah, puis on doit peut-être le déclarer, Samuel. Le zoo avait déjà une culture de travail à distance avant la COVID, ton cas personnel particulièrement, où tu vis entre Québec et Granby. Puis je pense que vous aviez déjà intégré certains modes de gestion en ayant des gens, puis tu n'es pas le seul, là, je sais que tu n'es pas le seul au zoo d'un gestionnaire qui est là à temps partiel, physiquement, mais vous travaillez à temps plein quand même. Je pense que c'est important. Jean-Emmanuel, chez vous? Nous, la COVID, elle n'a pas eu, on est des services essentiels, agence de sécurité, entretien ménager, puis nos usines qu'on fait de l'emballage, c'est beaucoup de l'alimentaire. Donc, tous nos clients, 95 c'est d'essentiel. Donc, il y a, à part quand ça a frappé là, en avril 2020, c'est le seul mois vraiment qu'il y a eu une baisse. Mais déjà, le mois d'après, rendu en mai, c'était reparti quasiment à plein régime. Puis en juin, même, on était dépassé parce que tous nos services essentiels étaient en demande. Tout le monde voulait désinfecter toutes les cartes de porte. Il y a partout là, au Québec. Donc, il fallait refuser même là, en ce moment, dans une période qu'on refuse de la clientèle. On n'arrive pas à cause. Si on aurait plus de main-d'œuvre, on pourrait. Donc, à ce niveau-là, ça a été correct. Nous, ce qu'on a fait quand ça a crashé, c'est qu'on a gardé tout le monde à l'emploi. On a continué à payer tout le monde. On a quand même un bon gut. On a payé tout le monde. On a dit, on garde tout à l'emploi. On s'est donné un mois. On a quand même un fonds de réserve. Il faut dire, on a une bonne santé financière qui était là pour ça. Le conseil d'administration, ça fait plusieurs années qu'on a mis un fonds de réserve pour justement pallier à des urgences. On l'a utilisé. On a réussi à garder tous les salariés. Ça nous a beaucoup aidé. Quand ça leur partit, nos gens étaient déjà à l'emploi. On n'est pas reparti dans un calvaire. On a juste pu les ramener. Ça a beaucoup aidé. Mais pour ce qui est du télétravail, les services d'entretien ménager et de sécurité, ça se donne déjà à l'extérieur. Donc, tous les gens, c'est déjà des travailleurs qui travaillent de chez eux, qui sont tout le temps sur la route. Ça ne change rien. En usine, il faut être là. C'est du travail d'usine. Ce qui reste, c'est les gens d'administration. Donc, on a mis en place le télétravail. On avait tous les outils déjà. On était déjà sur Microsoft 365, sur Teams. C'était déjà des outils qu'on utilisait un peu. Donc, ça a été assez facile là, pour le switch. Il faut dire aussi, on n'a pas été plus catholique que le pape non plus. Là. On n'a pas même... je pense que ça fait du bien. C'est moi-même le premier. Là, moi, je suis au bureau aujourd'hui. Là. Quand on sentait que les gens, on a dit « Travaillez de chez vous, mais si tu sens le besoin de venir au bureau, là, on n'a pas interdit à personne de venir au bureau. On a mis on tente d'entreménager, il faut qu'on connaisse toutes les mesures, on a tout ce qu'il faut pour que ça soit fait de façon sécuritaire. Mais ça l'a aidé. Ça a aidé au moral. Je pense des troupes, là, de sentir que si tu veux venir, là, ben viens. T'es tanné, là, laisse tes enfants, ton chum. Là. Une journée, t'es pareil ou ça. Là. Moi, j'ai 3 jeunes enfants, fait que je l'ai vécu pas à peu près le calvaire, là, du télétravail à faire avec faire l'école à la maison puis tout ça. Mais ça l'a. Puis on n'a pas mis en place une politique de télétravail. On a fait confiance à nos gens, on a dit on est en télétravail, gérez ça comme vous voulez, faites vos réunions comme vous voulez. Puis les gens, c'est quand même des gens d'expérience, c'est très autonome. Ça s'est très bien passé, puis on n'a pas eu de problématique. Merci. Écoute, Andréane, ils ont parlé toutes les deux de l'opération. Moi, je veux t'entendre parler sur le recrutement à travers l'écran. Parce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu, tu vis avec tes clients. Je sais que tu accompagnes des clients un peu là-dedans aussi. Là. As-tu quelques tips, tricks et astuces pour recruter à travers un écran?
Ben là, en ce moment, là, l'élément parmi toutes les autres, ça va être la rapidité, là, parce que c'est sûr qu'avant, il fallait céduler une entrevue en personne. Bon, on dirait qu'on gagnait quelques jours quasiment là, entre le temps que la personne arrive. Mais là, à distance, tu peux en avoir 12 dans la même journée, une entrevue, là, si tu veux. Donc, il faut vraiment être très, très, très rapide, communiquer avec eux le plus souvent possible. C'est sûr que selon les catégories d'emploi, nous, je veux dire, on avait déjà un ordi, on est habitué de travailler avec ça, là, mais c'est pas tous les bassins de population qui étaient très à l'aise avec ça, qui travaillent avec Teams, hein. Donc, il faut être patient, indulgent. Il y en a qui ne seront pas à l'aise avec le vidéo, il y en a qui sont plus gênés. Donc, il faut quand même, faut se mettre à la place de l'autre parce que c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas nécessairement, ils sont pas dans ça nécessairement, là. Puis, honnêtement, avant, c'était eux qui s'adaptaient à nous, puis là, c'est nous qu'il faut s'adapter aux candidats. Donc, ils n'ont pas Teams, ils n'ont pas de caméra, mais on va le faire par téléphone. Ils ne peuvent pas à telle heure, bien, on va le déplacer. Donc, c'est d'être le plus rapide puis le plus souple dans ça en bout de ligne, là. Puis de simplifier le processus, là, des histoires de 2, 3 entrevues sur plusieurs semaines. Là, il faut absolument que les processus soient raccourcis, là. C'est sûr qu'on perd le volet chaleur humaine, là, le fait que c'est à distance. Là. Il y a des avantages et des inconvénients, mais rapidité puis flexibilité, là, ça, c'est certain. Puis il y a le processus d'accueil aussi. Hein, oui, un onboarding à distance, ben oui, exact. J'en parle, mais je sais très bien qu'on n'a pas été un exemple nous-mêmes là, quand on a reçu une nouvelle ressource en pleine pandémie, puis on a dit tu commences demain matin. Là, elle est en arrière de l'écran, elle va se reconnaître. Là. On n'a pas été un très bon exemple nous autres mêmes, là. Mais je pense qu'on est un petit peu tous perdus aussi dans cette façon-là, dans ces transitions-là qui sont peut-être moins humaines, puis où, comme on ne voit pas la personne, on la perd un peu dans notre tête aussi. Il faut faire des suivis. Il faut faire des suivis plus souvent. Là. Puis, c'est justement, le onboarding à distance, les rencontres avec les gens que tu aurais fait dans le corridor, ben, tu les fais, mais virtuellement. Puis, tu te crées ton réseau. Puis, finalement, tu finis par savoir c'est qui tes personnes ressources. Mais c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'autonomie de travailler seul à la maison, puis le même niveau de débrouillardise, justement, avec tout ça. Là. Puis, on le sait, là, quand on commence un nouvel emploi, tu as des mots de passe qui ne fonctionnent pas. Puis là, tu as différents logiciels. Puis il y a mille et une choses qui, en général, en personne, ça fonctionne. Il y a souvent des problèmes, mais en virtuel, c'est encore pire. Puis comme qu'on dit, ben là, avec les enfants à la maison et tout ça. Donc, il faut vraiment être plus patient qu'avant, en fait. Là. Écoutez, il nous reste quelques minutes. J'invite à tout le monde, là, si vous aviez des questions, ça va être le temps de peut-être les rajouter. Moi, j'en ai une dernière avant de passer aux questions des gens. Cette semaine, c'était Belle pour la cause. J'aimerais ça vous entendre parler de ce qui a été mis en place pour protéger la santé mentale de votre monde, surtout vos gestionnaires, avec tout ce qu'on a vécu, parce que c'est pas vrai que tout est beau, j'en doute. Je sais très bien que tout le monde a vécu des difficultés, que ce soit des difficultés à la maison qui ramènent au bureau, ou des difficultés au bureau qui ramènent à la maison, ou des difficultés aux deux places. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers à travers tout ça. Donc, je suis curieux, Samuel, Jean-Emmanuel. Je vais commencer avec Jean-Emmanuel, peut-être, ce coup-là. Je vais changer l'ordre un peu. Là. Quand il y a question de santé mentale chez vous, c'est abordé comment? Puis, soyons conscients que ça fait partie aussi du processus de fidélisation et d'accompagnement des employés aussi. Là. Mais nous, en tant qu'entreprise adaptée, c'est environ 50-55% de mon staff, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que, oui, on était déjà équipés par rapport à d'autres, par rapport à ça, parce qu'on a à l'interne 4 intervenants psychosociaux déjà qui travaillent pour nous dans notre département des ressources humaines. Fait que ces intervenants ont été plus ils ont eu à supporter davantage nos employés, évidemment. Là, de la détresse là, psychologique haute, là, des petits trucs anodins comme ton auto part pas le matin, avant ça te dérangeait pas, mais là, on dirait qu'avec la COVID, c'est rendu une montagne que tu peux pas surmonter. Fait que oui, ils ont été beaucoup. On a engagé une nouvelle là, durant la dernière année pour justement pallier à tout ça. Par contre, mais eux ont été plus sollicités, évidemment. Ils ont été plus sollicités, mais une chance qu'on les avait déjà en place parce qu'eux-mêmes ont pu aussi beaucoup donner de la formation à nos superviseurs, à nos gens sur le terrain pour qu'ils savent comment dealer avec ça, avec leurs propres employés, ce qui était déjà le cas, mais là, leur rapport est encore plus efficace. Puis j'ai beaucoup, moi, dans le milieu, avec nos partenaires d'affaires, j'ai beaucoup, moi, de questionnements de d'autres gestionnaires, de d'autres dirigeants d'entreprises, pas d'OBNL, là,
puis qui nous pose des questions. Il dit là, j'ai besoin, comment que je fais ça? Là? Il faut que maintenant, je pense à la détresse psychologique de mes employés. Fait que oui, un OBNL, c'est important, mais on dirait que tous les gestionnaires se la posent en ce moment. Là. C'est comment qu'ils peuvent donner un soutien. Il y a tous les programmes d'aide maintenant qui sont en place. Le problème, c'est essayer de pogner au bout du fil avec un psychologue maintenant, c'est une denrée rare. Là. Je pense qu'il y a un manque de ressources flagrant. Là. Je pense que c'est une grosse catastrophe pour le Québec. Là. Notre manque de soutien depuis des années dans au niveau de la santé mentale de l'ensemble du monde. Là. Je pense que le politique va devoir investir là-dedans parce qu'on va le vivre dans les prochaines années. Ça va être ça va être difficile. D'avoir les ressources en interne, ça l'aidait beaucoup. Là, fait qu'on n'est pas trop un exemple standard par rapport à d'autres. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Là. Mais ça a été la part de eux. Beaucoup de communication aussi. Là, on a un journal interne, puis beaucoup de communication interne aux employés. Beaucoup. On a fait aussi avec les gestionnaires durant la première année, beaucoup de rencontres d'amusement, là, des concours, des trucs comme ça, juste pour que les gens gardent le moral, là, faire tirer des repas, des trucs comme ça. C'est beaucoup de trucs sociaux. Nous, pour nos employés, les sorties sociales, c'est des gros moments de l'année. On a beaucoup de gens qui vivent en isolement. Oui, ils viennent travailler, on est vraiment une famille pour eux. Fait que, aller aux pommes, aller aux cabanes à sucre, les parties de Noël, les sorties au biodôme, tout ça, on en faisait beaucoup. Depuis 2 ans, on a réussi à faire une sortie depuis 2 ans, quand on a une fenêtre à l'automne. Fait que ça manque. Là. Puis on sait que ça le manque. Là, quand on a dû canceller notre party de Noël cette année, on y a cru jusqu'à une semaine avant. Mais c'était vraiment, ça a été vraiment dommage. Ça a été ressenti, ça a été dit des employés. Là. Mais au moins, ils savent qu'on veut le faire, puis on garde l'intérêt à travers différents médiums de nos superviseurs sur le terrain. Là. Excellent. Samuel? Ah, mais Jean-Emmanuel, avant Samuel, Mélanie il en a parlé. On va donner la ressource. C'est drôle parce que je venais de donner un message à l'équipe de vous envoyer les coordonnées de la ligne Léo. Le Comité sectoriel de main-d'œuvre en action communautaire et en économie sociale a un projet avec Alphabem à Laval où ils ont développé une ligne de soutien pour les travailleurs du secteur communautaire et action communautaire et économie sociale. Mais je vous dirais que c'est des OBNL en termes généraux pour les employés et les bénévoles. C'est une ligne de soutien qui existe depuis 1 an, là, qui est un outil qu'on va rajouter, qu'on va vous envoyer en ressources, qui fait partie du coffre à outils maintenant d'intervention. Puis je trouve que c'est important d'en parler. Samuel, chez vous, la santé mentale, au-delà de la zoothérapie, comment ça fonctionne? Non, ça a été difficile. Pour les mêmes raisons que Jean-Emmanuel mentionnait, nous autres aussi, on avait beaucoup axé dans les dernières années sur les événements festifs, puis tous les petits rassemblements, puis chacun des départements le mettait à sa sauce. Fait que ça, c'était hyper intéressant aussi. Puis ça aussi, ça l'a énormément manqué. On a pu les ramener quand même cet été un peu en certaines mesures, mais malgré tout, ce n'était pas comme avant. On a redoublé nos communications avec nos employés, tous les employés au complet. On a aussi reformé certains gestionnaires qui voulaient être plus habilités. On n'avait pas la chance, comme Jean-Emmanuel, d'avoir nous autres des intervenants directement dans notre organisation. Mais on a reformé des gestionnaires qui voulaient être plus habilités justement à pouvoir gérer avec cette détresse-là des gens, avec ces besoins-là de leurs employés. Puis le PAE, nous autres, avec nos assurances à nous, on est bien servis avec le programme d'aide aux employés. Et on a fait venir une personne responsable des assurances qui a parlé puis qui a présenté des programmes, puis qui l'a fait d'une façon extraordinaire. Elle a désensibilisé ça, elle l'a rendu accessible, puis elle ne l'a pas rendu comme de quoi que c'était la dernière ressource là, quand tu es vraiment mal pris, puis il faut que tu ailles là. Elle a rendu ça super simple, puis accessible, puis ça a fait une différence. Les employés qui sont allés à cette formation-là, puis ça s'est reparlé après. Bien, c'était même pas une formation, c'était une présentation du programme d'aide aux employés. Ça a été vraiment apprécié. Puis ça a fait de la différence. Je sais qu'il y a de plus beaucoup d'employés quand même qui ont utilisé les programmes d'aide aux employés qui étaient avec nos assurances. Fait que c'est ce qu'on a fait un peu. Là. Ouais, mais il n'y a pas de solution magique. Là. Les gestionnaires, présentement, sont très, très, très fatigués, puis c'est lourd pour eux autres parce qu'ils ont le poids de tout là, sur leurs épaules. Là. Puis, tu parles d'assurance, là, les chiffres qu'on a, c'est seulement 48 des OBNL qui ont des assurances. Ouais, vous êtes un 52 qui n'en avaient pas. On a plusieurs de notre côté. Nous, on a des contenus vidéo et écrits qui vont sortir sur les assurances cette année.
Mais je l'amène parce que c'est peut-être un des éléments où je parlais de rattrapage de conditions en entrée de jeu tantôt. Là. Dans le secteur, c'est là où on a beaucoup de travail à faire, c'est ramener des programmes d'assurance. Puis soyez conscients, même si vous avez des petits organismes, il existe des regroupements d'OBNL. On pourra vous mettre en contact là, qui offrent des assurances pour des organismes qui en ont 3 employés. Là. Fait que c'est de moins en moins une question d'ampleur, c'est beaucoup plus une question de priorité, puis ça fait partie maintenant du coffre à outils plus que jamais pour ça. Écoutez, il est 10h30. Je vais vous remercier grandement de votre temps ce matin, toutes les 3, et je vais vous féliciter les 70 autres qui les avaient écoutés parce que vous avez pris le temps ce matin de venir là-dessus. De passer du temps avec nous pour parler de ressources humaines. C'est déjà un premier grand pas dans la bonne direction. Il y aura d'autres contenus. On est ouvert aux questions. On est ouvert aux commentaires aussi s'il y a des choses que vous voulez entendre ou vous voulez qu'on partage. J'espère que ça vous a plu ce matin. C'était là pour vous aider. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'ai bien hâte de vous revoir dans une autre de nos activités dans les prochaines semaines. Sur ce, à la prochaine. Bye-bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.